Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Caroline Pilastre. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 € Sans patate. qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 € net par mois. Eh, va bosser, feignant. La France a besoin de toi. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Booba et Caris, tiens, un duo, ça pourrait être le double du duo Tom Conan, Philippe Bilger, ce serait sympathique, je pense. Mais il y en a qu'un qui chante bien. L'annonce d'une indemnité inflation de 100 € par Jean Castex hier soir fait couler beaucoup d'encre. Une indemnité qui va coûter 3,8 milliards d'euros au compte public, qui promet d'être une usine à gaz et qui sera injuste puisque cette prime sera individualisée aux revenus par tête et non aux revenus des foyers. Une prime de 100 € qui, ramenée par mois, représente une aide de 8,33 € par mois et qui pourtant va coûter une fortune au compte public. Mais il est vrai que nous sommes en période électorale, donc en pleine politique du chéquier ouvert, d'où notre premier débat. Une indemnité inflation de 100 € contre la hausse du carburant, est-ce à la hauteur? Eh bien, vous êtes 96,2% à dire oui. On n'arrive pas à joindre Benjamin Cochet. Alors on va faire réagir les vraies voix. Tout d'abord, est-ce une aide juste puisqu'elle est par personne et pas par foyer? Ainsi, un couple dont un des conjoints gagne 10 000 € par mois et l'autre 1 900 € touchera 100 € de prime. Et pour les couples dont les deux membres gagnent 2 100 € par mois, ils ne toucheront rien du tout. Philippe Bilger. Mon cher Philippe, vous savez sans doute que je ne suis pas un spécialiste de ces sujets-là, mais d'abord, pour répondre à la question de Sud Radio, bien sûr, on peut toujours dire que c'est dérisoire. On souhaite toujours davantage pour les gens qui vont être dans les difficultés. C'est le premier point. Le deuxième, vous l'avez vous-même évoqué avec un certain nombre de critiques dont je ne doute pas de la pertinence. Mais une fois cela dit, lorsque j'ai entendu le président de la République tout à l'heure, il ne m'a pas semblé que son argumentation sur tous les points était absurde. Et je voudrais terminer par le fait qu'il m'a semblé que le pouvoir cherchait à tout prix une solution qui lui permettrait de se distinguer des solutions proposées par l'opposition, et donc il a choisi ce chèque inflation ou que sais-je. Voilà. Caroline Pilastre, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus logique de faire le revenu par foyer plutôt que le revenu par tête. Parce que j'ai pris deux exemples. Vous avez 12 000 € de revenus par mois, vous touchez une prime de 100 €, vous en avez 4 200, vous n'avez rien. Entièrement d'accord avec vous, Philippe. Mais c'est une action à court terme pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. On répond à l'urgence avant l'élection présidentielle, puisque cette aide sera versée en décembre. Tout simplement parce qu'il y a une augmentation, comme on le sait, du gaz, de l'électricité. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Les vêtements coûtent plus cher, l'alimentation aussi. Donc moi, je trouve que là, c'est un peu de pipeau, parce qu'en fait, c'est notre argent. C'est un chèque en fait qui est redistribué quelque part sur nos comptes, mais c'est les impôts de tout le monde en fait là, ce qu'ils sont en train de faire. Tom Conan. Sur la mesure, effectivement, je connais pas les détails, mais ça me pose effectivement un gros problème d'équité, ça me semble assez évident. Peut-être que ça sera corrigé ensuite de manière concrète dans un décret d'application, mais indépendamment de ça, effectivement, moi je constate bien dans à la fois effectivement les produits alimentaires, le logement c'est déjà le cas depuis longtemps, 30% et en effectivement moyenne. Tout le reste, il y a une inflation tout court, c'est-à-dire une hausse et générale la taxe foncière, des prix. on en a parlé. Ah oui, non mais c'est absolument incroyable. Et donc en fait cette situation fait en sorte, comment les gens qui sont dans la difficulté, qu'est-ce qu'ils font dans ce genre de cas? Et ils font des arbitrages, comme on dit. Alors du coup, les dépenses les plus contraintes, je sais pas, assurance habitation, nourriture, crédit, loyer, et toutes ces choses-là, et évidemment les impôts, on les paye, évidemment on peut pas reporter. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont moins manger, 2 moins se nourrir ou mal se nourrir, et 3 effectivement éventuellement moins chauffer leur logement. Non mais Tom, on répond aussi à la grogne des gilets jaunes, parce que là les gilets jaunes vont reprendre autour des ronds-points. Ça fait 15 jours déjà qu'ils ont repris. Oui, il y a mais là surtout encore une incapacité dans les week-ends à venir. Mais il y a surtout une incapacité quand même du point de vue de la politique économique du gouvernement depuis 4 ans à relancer la machine économique. C'est quand même aussi... Philippe Bilger veut réagir, on part au 0826 300 300 où ça réagit justement.
très rapidement, Philippe. Il me semblait que dans l'argumentation du président, notamment lorsqu'il contestait le projet qui se rapportait à la TVA, il avait expliqué que l'intérêt de ce chèque, c'est qu'il touchait un public ciblé. Je ne sais pas vraiment ce que vaut cette idée, mais immédiatement, elle ne me semblait pas absurde. Mais vous avez près de vous, et vous-même, vous êtes un économiste, je suis impatient de connaître votre point de vue. Ah bah écoutez, on va pas avoir le mien, mais on va au 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous avez appelé donc au 0826 300 300? Est-ce que pour vous l'annonce de Jean Castex hier soir au JT de TF1 est à la hauteur, ce chèque, cette indemnité inflation de 100 €? Je pense que c'est déjà bien. Voilà, faut pas non plus être trop négatif. Il y a quand même un geste qui est fait, une reconnaissance de ce phénomène des fins de mois difficiles, de l'inflation. Par contre, moi, je dirais juste qu'il faudrait peut-être compléter ça avec une action sur les grandes surfaces et tous ces acteurs qui ont reçu beaucoup d'argent l'année dernière, et peut-être leur demander de faire quelque chose au niveau des prix, d'avoir des produits de première nécessité à des prix bloqués, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est une première étape, mais que pour lutter contre cette inflation, il faudrait peut-être aussi demander un retour d'ascenseur à des secteurs qui ont été beaucoup aidés. Alors justement, je voudrais vous poser une question, Nadia, et on va faire réagir les vraies voix. On a trouvé comme ça, l'argent magique n'existait pas avant le Covid. Là, on a trouvé 3,8 milliards, parce que si je fais bien le calcul, 38 millions de personnes multipliées par 100 €, ça fait 3,8 milliards. C'est-à-dire, je vais donner une équivalence, c'est pratiquement un porte-avions Charles de Gaulle à propulsion classique. Donc, vous voyez le truc. Non, mais c'est complètement fou comme chiffre. Comme ça, dans une annonce au journal de TF1. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec la politique du chéquier ouvert, qui est toujours le cas en période d'élection présidentielle, que les factures, quand elles vont arriver à partir de l'été prochain, vont faire encore plus mal aux Français? De toute façon, les factures, je veux dire, ça, c'est peanuts par rapport à... Moi, c'est l'impression que j'ai, 100 € par personne, c'est par rapport à tout ce qui a été dépensé, c'est pas ça qui va faire basculer quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut quand même le prendre. Après, oui, il faut arrêter de prendre dans les caisses de l'État. C'est pour ça que je parlais des autres acteurs, des personnes qui ont été aidées, la grande distribution, les restaurateurs pourraient être fermés, voilà. Etc. Alors, merci beaucoup, Nadia. On a retrouvé Benjamin Cauchy, entrepreneur et ancien gilet jaune. Bonsoir, Benjamin Cauchy. Bonsoir Philippe. Est-ce que pour vous, donc, vous avez entendu Nadia, elle dit, Nadia de Paris, c'est déjà bien, il faudrait compléter par une action des grandes surfaces pour baisser les prix. Est-ce que pour vous, c'est déjà bien ce chèque de 100 € pour 38 millions de Français? Écoutez, si l'objectif était de répondre à la hausse du carburant, je pense malheureusement que le gouvernement est tombé à côté. Tout simplement parce que les 38 millions de personnes qui vont toucher les 100 € ne sont pas forcément des automobilistes. Ce sont des gens qui ont potentiellement n'ont pas de permis, n'ont pas de véhicule, donc on ne répond pas au problème du carburant. On constate encore une fois que ce gouvernement préfère, au lieu d'alléger une taxe, ne serait-ce que temporairement sur le carburant, préfère créer une nouvelle usine à gaz pour créer ce chèque. Alors évidemment, 100 € de plus, qui peut s'en plaindre? Mais est-ce que c'était vraiment le bon levier? Ça, j'en doute. Ouais, alors, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'augmentation des prix de l'énergie, ça concerne la plupart des pays du monde actuellement, donc c'est pas spécifique à la France. Et comme effectivement on importe, c'est le cours du baril, hein. Voilà. Et comme on importe une grande partie de l'énergie, évidemment, même si on a le nucléaire pour l'électricité, etc., et d'autres énergies renouvelables notamment, mais on est quand même dépendant de l'extérieur. Et donc de ce point de vue-là, on ne maîtrise pas effectivement cet approvisionnement. On n'est pas autosuffisant en totalité. On l'est en partie. Et donc pour cette raison-là, en fait, le vrai souci qu'il y a en France par rapport à certains autres pays quand même, c'est que les revenus sont quand même particulièrement bas. En France, le revenu stagne depuis quand même beaucoup d'années. Le pouvoir d'achat s'est parfois contracté, il s'est après stabilisé depuis 10-15 ans, mais grosso modo, le salaire moyen et le salaire médian sont près autour de 1600-1650 € aujourd'hui en France, ce qui est très faible
quand on voit l'ensemble des postes de charge auxquels la plupart des ménages doivent faire face, qu'on soit dans les grandes métropoles ou dans d'autres zones. Donc en fait, le problème, c'est pas uniquement la question des charges, puisque ça, on peut pas le maîtriser malheureusement, c'est la question des revenus. Où est la politique économique de Macron depuis 4 ans pour l'augmentation du pouvoir d'achat et pour l'augmentation des revenus de manière générale? Parce qu'il y a la question du chômage. Hollande voulait à l'époque inverser la courbe du chômage, vous savez. Bon, il l'avait vaguement réussi sur la fin, plus ou moins. Mais en revanche, les revenus sont toujours massivement faibles. Moi, je connais pas mal de gens autour de moi, par exemple, qui veulent quitter le pays parce qu'ils veulent chercher des revenus plus élevés ailleurs. Aujourd'hui, la France, quand même, se paupérise massivement. Et donc, dès qu'il y a une augmentation de ce type-là, on ne peut pas y faire face. Philippe Bilger voulait réagir. La France se paupérise massivement. On va donner la parole également à Caroline Pilastre et à Benjamin Cauchy. Je voulais demander à Benjamin, dont je salue le retour. Bonjour Philippe. Il y a un arbitrage depuis quelque temps qui, du côté du pouvoir, cherche à nous persuader que le pouvoir d'achat a augmenté, et de l'autre côté, il me semble que l'expérience de la quotidienneté de beaucoup de gens montre que cette appréciation est totalement fausse. Qu'en pensez-vous vous-même, Benjamin? Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Cauchy? Baisse du pouvoir d'achat et paupérisation des Français? Oui, alors je vais essayer d'être le plus objectif possible. Lorsque l'on fait, par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, je crois que beaucoup de Français, si on devait faire un sondage, l'ont déjà oublié. Et ça, je le tiens des propres mots d'Édouard Philippe, qui me l'avait dit en face, en me disant, vous savez, j'ai dans les cartons cette volonté de supprimer la taxe d'habitation, mais je sais qu'à la fin du quinquennat, les Français l'auront oublié. De la même manière que s'ils veulent baisser les taxes sur le carburant, ils sont persuadés que les gens l'auront oublié. Donc, ce que je veux dire par là, Monsieur Bilger, c'est que entre la baisse du pouvoir d'achat, peut-être sur certaines taxes qui ont été diminuées par le gouvernement, sont complètement passées aux oubliettes de façon factuelle par l'opinion publique, parce que, comment dirais-je, lorsqu'ils vont faire leurs courses et qu'ils prennent leur caddie ou leur petit panier en plastique, comme moi je le fais quand je vais chez Lidl ou ailleurs, et ben avant, quand on avait un panier, on en avait pour 50 €. Maintenant, quand on remplit le panier, c'est 100 €. Moi, à l'époque de mes parents, c'était 500 francs, 75 €, on remplissait un caddie. C'est vrai. Ça, je vous parle de ça fin des années 90. Les salaires n'ont pas été multipliés par 3 ou par 6 depuis la fin des années 90. Alors donc, que le coût du logement, si. Et voilà, et c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, effectivement, je pense, là je déborde Monsieur Bilger, mais pour moi, le vrai enjeu en termes de pouvoir d'achat, c'est pas le revenu, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est le logement. Le logement, c'est 40% du budget d'un foyer. C'est là-dessus absolument que la prochaine mandature, que le prochain quinquennat, quel que soit le président ou la présidente, devront appuyer. Parce que sinon, on va tourner autour du pot entre diminuer une taxe, augmenter une autre, soulager les salariés, charger les retraités, comme l'a fait Emmanuel Macron au début du quinquennat. Ne l'oublions pas, les retraités ont perdu du pouvoir d'achat. Donc voilà. Donc de façon sectorielle, effectivement, le gouvernement a pu donner l'impression qu'il baissait certaines charges, certaines dépenses, mais force est de constater que les charges contraintes font que le pouvoir d'achat des Français diminue. Caroline Pilastre court parce qu'on retourne au 0,826 300 300. Oui, le gouvernement ne veut pas d'une taxe flottante. Et là où moi je suis en désaccord avec toi, la TIPP flottante qui avait été faite sous Jospin. Tom, c'est que tu parlais des taxes, mais je suis désolée, hein, c'est 60% de taxes, un litre d'essence. Donc c'est bien l'État qui est responsable aussi en termes de régulation. Ah, bien sûr. Vous avez Monsieur Bertrand qui en 2016 avait mis en place un chèque carburant d'un montant de 20 € qui était donné sous condition et c'était très bien passé. Hein. Ah oui, alors, par contre, tout le monde dit que ça va être un peu une usine à gaz parce que là... 10 000 personnes dans les Hauts-de-France. Hein. Ça ne touche que 10 000 personnes dans les Hauts-de-France. C'est vrai, il y a un problème. On part au 0,826 300 300. On était à Paris, là on va un tout petit peu au nord, direction Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors vous, Nadia pensait que c'était déjà bien. Vous n'êtes pas d'accord avec Nadia? Pas du tout. Je pense que moi, ce qui m'inspire, c'est 100 €. D'abord, 100 € sur un an, ça fait un peu plus 8 € par mois supplémentaires. C'est ça. Ensuite, 100 € quand on est une femme seule avec 2 enfants ou 3 enfants, c'est pas la même chose que 100 € quand on est un couple qui gagne entre 5 et 10 000 €. Ensuite, 100 €, c'est-à-dire les 4 milliards que ça va coûter, c'est simplement la TVA que représentent les taxes supplémentaires que l'État a perçues sur l'augmentation des carburants. Et quand on regarde la paupérisation de la population, on va dire ces 40 dernières années, on peut imaginer que 100 € sur un an, c'est
c'est de la poudre aux yeux. C'est vraiment, je pense que le gouvernement aurait pu faire soit mieux, soit différemment, et en tout cas faire payer davantage les sociétés comme Amazon ou autres qui pourraient effectivement nous faire collecter les impôts et donc diminuer les nôtres. Enfin, faire des choses un peu plus évidentes que simplement. Mais justement, Fabrice, je vais poser la question à Benjamin Cauchy. Est-ce que pour vous, le pouvoir d'achat, vous avez entendu Fabrice de Saint-Gratien, le pouvoir d'achat et la réforme fiscale vont être des points clés de la prochaine présidentielle? Parce qu'il y a eu un sondage qui est tombé cette semaine, le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Oui, alors à l'heure d'aujourd'hui, 41%, effectivement, c'est la préoccupation première des Français, le pouvoir d'achat. Il est évident que on ne peut pas mener une bonne politique lorsque son peuple a le ventre vide. Donc forcément, le pouvoir d'achat, lorsqu'il y a des difficultés de fin de mois qui sont récurrentes, là nous sommes le 22 octobre, il y a des millions de Français qui sont à découvert, il y a des millions de Français qui peuvent plus aller faire leurs courses. C'est une réalité. Donc évidemment qu'en 2022, ça sera un sujet majeur. Mais pour moi, ça ne sera pas le seul. Ça ne sera pas le seul parce que vouloir préserver son pouvoir d'achat, c'est aussi préserver son industrie, c'est préserver son emploi, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping social, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de contrefaçon qui traverse nos frontières. Donc au-delà du pouvoir d'achat, c'est aussi la préservation de notre mode de vie, de notre industrie. Je crois qu'il va falloir jouer là-dessus et essayer d'attirer par des mesurettes uniquement avec un chèque de 100 balles pour flatter les bas instincts en disant regardez, ils nous donnent de l'argent, c'est pas suffisant. C'est comme si on mettait un pansement sur une fracture. Et surtout, surtout encore une fois, depuis le début, je suis pas d'accord avec l'idée que il faut simplement s'attaquer à la question des charges, que les charges en elles-mêmes, on les maîtrise pas totalement, même si effectivement il y a des taxes qu'on peut ajuster, mais après le budget de l'État est impacté et après forcément les gens se plaignent, ce qui est parfaitement normal si on détruit, on détricote les services publics ou on baisse des allocations. Donc du coup, c'est pas un bon mode d'action. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire en sorte d'avoir une politique économique qui soit la plus, pas forcément la plus expansionniste possible, mais en tout cas, non, mais pas uniquement dans la question de la redistribution, dans les investissements d'avenir, dans des secteurs d'avenir, le renouvelable ou d'autres secteurs qui peuvent ensuite entraîner des hausses de revenus. Je pense que la question des revenus en elle-même, elle est absolument centrale. Moi, je le constate beaucoup autour de moi, dans des secteurs très différents, pour des âges très différents et dans des gens qui sont dans des secteurs d'activité très différents. Donc, c'est quand même le point central. On ne pourra pas maîtriser du jour au lendemain la question de l'approvisionnement énergétique, de l'explosion des prix des hydrocarbures et on ne pourra pas non plus baisser les dépenses publiques du jour au lendemain, même si certains le veulent. Parce qu'il y a des dépenses contraintes. Il faut miser sur l'augmentation des revenus. Je pense qu'il y a des coupes sèches à faire quand même. Oui, exactement. À l'instant T, les gens ont besoin de pragmatisme. S'ils doivent remplir, excusez-moi, c'est pas du pathos de dire ça, mais leur frigo, mettre de l'essence dans leur voiture, on n'est pas en train de te parler justement d'industrie, d'avenir, d'écologie, de ce que tu veux. Donc c'est une question de charge et c'est une question d'impôt. Je suis navré. On est un des pays qui payons le plus d'impôts. Oui, je suis désolé, mais s'il n'y a pas d'industrie compétitive, si on ne protège pas nos frontières et qu'on ne protège pas l'emploi dans notre pays, nous aurons des millions de chômeurs. Mais là, Benjamin, vous avez raison, mais on parle de souverainisme. Oui, bien sûr. National, et on parle de relocalisation. Dans ce sens-là. Mais là, c'est bien du pragmatisme et du rationalisme. Absolument, absolument. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas mentir aux Français. On ne va pas sortir le chéquier en permanence et sortir de l'argent immédiatement. Là, il faut être objectif. C'est vrai que ça va faire du bien à des millions de Français de recevoir ces 100 balles. C'est une réalité. Maintenant, ce n'est pas en distribuant 100 balles tous les 6 mois qu'on va faire en sorte que le pays aille mieux et qu'il y ait des millions de Français qui retrouvent le chemin du travail. C'est juste ça. Et que donc, une bonne politique pour le prochain quinquennat, c'est effectivement être consciencieux du pouvoir d'achat des Français, mais faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques qui mettent les Français au travail et le retour au travail. Merci beaucoup Benjamin Cauchy, entrepreneur et ancien gilet jaune. On remercie Nadia et Fabrice, beaucoup d'appels. On peut malheureusement pas prendre tout le monde, mais on va y arriver parce qu'il y a de plus en plus d'appels et on est très content sur Sud Radio. Verdict sur Twitter, vous êtes 96,8% à dire non, ce chèque de 100 € n'est pas à la hauteur.